Al24, bonsoir à tous et bienvenue pour l'édition spéciale Afrique du jour qu'on entame sans perdre une seconde avec le dossier du Sahara occidental sur fond du drame des réfugiés. Ils sont des milliers arrivant sur le territoire européen par bateau en traversant le détroit de Gibraltar. Les tentatives de franchissement des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla par des migrants sont quasi quotidiennes, ça on le savait, mais ce que l'on sait moins est que nombreux d'entre eux trouvent dorénavant refuge également en Algérie, notamment dans la région de Tindouf, afin de fuir la violence de la police du Marzen. C'est en tout cas ce que soutient à la tribune du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève l'ambassadeur Lazar Swalem, représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, qui profite également de l'occasion pour rétorquer aux allégations marocaines sur une présumée violation des droits de l'homme par l'Algérie. Je vous laisse l'écouter. S'agissant des réfugiés qui ont trouvé asile dans mon pays depuis quand? J'aurais vivement apprécié que l'on se pose la question pourquoi il y a des réfugiés et qui a produit les réfugiés. Les réfugiés qui se trouvent dans mon pays sont victimes d'un déni d'application du droit international et nous entendons dans cette salle, à longueur depuis presque une année, un rappel sur les fondamentaux de la Charte des Nations Unies, le droit international, le respect des frontières, la déportation des personnes, et je pourrais en citer longuement. Le peuple du Sahara occidental, qui est en attente de l'exercice de son droit à l'autodétermination, se trouve pour une grande partie réfugié dans mon pays et dans des pays du voisinage. Et il aurait été plus pratique de s'interroger sur la question. Et ce serait également faire une insulte au Haut Commissariat aux réfugiés, au Programme alimentaire mondial, à l'UNICEF, à l'OMS, qui sont présents dans les camps et qui sont les témoins de ce que vit cette population qui se trouve dans un des endroits les plus hostiles de la planète, dans un grand erg du Sahara. Les témoignages d'une trentaine d'ONG qui exécutent le programme de l'Union européenne d'assistance et de secours aux réfugiés. Donc dire que dans cette zone serait une zone de non-droit où l'on pratiquerait des violations, je le répéterai, c'est attentatoire à l'engagement de tous ces humanitaires présents depuis plus de 4 décennies. Libye à présent, avec les vents favorables pour une stabilité politique et diplomatique, les États-Unis travailleraient activement à rétablir leur ambassade. En interne, le comité mixte 5+5 a affirmé sa volonté, quant à lui, de mettre en place une armée régulière en vue de sécuriser le territoire et surtout baliser le terrain pour avancer vers des élections dès cette année. Au diapason, donc, avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU en Libye, le Sénégalais Abdoulaye Bathily, également chef de la MUNUL, parvenu à arracher un consensus à l'Est comme à l'Ouest sur la nécessité d'avancer rapidement vers le scrutin général afin de mettre fin à la crise qui date depuis 2011. Chez un autre de nos voisins, toujours à l'Est, la Tunisie, avec la visite du commissaire européen de l'économie, Paolo Gentiloni, reçu par le Premier ministre Nedjla Bouden, visite de bon augure pour les argentiers du pays. Le représentant européen s'est montré rassurant quant à la volonté de l'Union européenne de peser sur la négociation de Carthage avec le FMI, le fameux prêt de 1,9 milliard de dollars. Un accord abouti éventuellement ouvrirait un canal vers un appui financier européen dans la foulée plus conséquent pour la Tunisie. On a discuté des défis qui viennent des crises qu'on a abordées dans les dernières années, la crise du Covid, la crise de la guerre en Ukraine et de ses conséquences pour les prix, pour l'inflation, pour l'énergie. Et on a discuté du fait qu'il faut aborder cette crise ensemble. Et il s'agit de travailler ensemble parce que le programme de soutien du Fonds monétaire soit délivré. Et le programme du Fonds monétaire, c'est la condition pour avoir aussi un soutien financier important de l'Union européenne et d'autres partenaires.
Puis la rencontre, à côté de l'aspect économique, a laissé place à la question migratoire, question impliquant le pourtour des pays méditerranéens. Forcément, pour Paolo Giantolini, justement, le problème est global, nécessiterait forcément une solution qui l'est tout aussi. Il y a clairement un besoin d'agir ensemble. On ne peut pas aborder ce genre de problème dans la Méditerranée seulement sur les épaules de la Tunisie ou d'un seul pays. Il faut que tous les pays et l'Union européenne en tant que telle abordent ce problème. L'objectif est très clair et d'avoir la possibilité de sauver des vies en mer et la possibilité d'avoir les talents des Tunisiens et de différents pays travaillant dans leur pays. Au Kenya, une nouvelle journée de mobilisation sur fond de coûts chers de la vie. La colère contre le président William Ruto ne décolère pas. Ruto est accusé de son côté les cartels pétroliers de stocker des dollars en réponse à la crise du billet vert qui a provoqué une pénurie de carburant. Il explique que son gouvernement achèterait désormais le pétrole en shilling kényan et le pétrole sera désormais livré dans cette devise. William Ruto a révélé également que son administration a mis en œuvre des mesures pour remédier à la pénurie du dollar, notamment un accord permettant aux Kenyans d'acheter de l'essence avec un crédit de 6 mois. Et ça sera votre reportage du jour. On vous emmène ce soir visiter la seconde plus grande mosquée de Tunisie, la fameuse mosquée Zeytouna, située au cœur de la Médina de Tunis, datant du 8e siècle, qui est aussi une université. En plus d'être un lieu spirituel phare du Maghreb, rattaché au courant malikite, elle est le sanctuaire le plus ancien et le plus vaste de la capitale, érigée sur une superficie de quelques 5000 mètres carrés. La mosquée, dotée de 9 entrées, possède 184 colonnes antiques, des colonnes où depuis des siècles, des générations de savants y dispensent leur enseignement religieux, littéraire et scientifique. Suivez le guide, un reportage signé Mohamed Wali Ben Chaban. La mosquée Zeytouna, l'Olivier, l'une des plus grandes mosquées en Tunisie, est située au centre de la Médina al-Arabi, avoisinant les ateliers spécialisés dans le domaine du cuivre et toutes les boutiques d'artisanat. Ce monument historique, religieux et civilisé occupe le cœur de la vieille ville de Tunis, à partir duquel rayonnent les grandes artères. Érigée sur une superficie de plus de 5000 mètres carrés, la mosquée est dotée de 9 portes et possède 184 colonnes antiques provenant essentiellement du site de Carthage. La mosquée Zeytouna est un monument historique de l'islam. Elle est considérée comme l'une des plus anciennes mosquées en Afrique. Elle existe depuis 1000 ans. Elle a une dimension islamique en Afrique et en Tunisie en particulier. L'emplacement stratégique de l'édifice et sa merveilleuse architecture hispano-mauresque conjuguent le passé au futur, faisant de la mosquée une destination religieuse et touristique par excellence. La mosquée Zeytouna est l'une des plus belles mosquées. Tous ceux qui viennent en Tunisie doivent se rendre à la vieille ville pour visiter la mosquée et toutes ses boutiques artisanales. Il n'y a pas un seul touriste qui ne se rend pas à la Médina et ne visite pas la mosquée Zeytouna. La mosquée n'est pas seulement un lieu de culte, mais abrite aussi une grande université islamique et un centre politico-religieux où se négocient des accords commerciaux et autres transactions marchandes. La mosquée Zeytouna est une voie d'accès pour ceux qui recherchent la connaissance et la jurisprudence islamique. De nombreuses personnalités sont passées par là, des gens formés à la mosquée. Il y a même eu des savants et des érudits qui sont passés par là.
Des gens de tous les niveaux, venus d'Afrique et d'ailleurs. Il y a même eu des Algériens et des oulamas. La mosquée Zaytouna ou la mosquée de l'Olivier est l'un des monuments historiques les plus fréquentés de Tunis. Un chef-d'œuvre culturel et un repère historique religieux par excellence. La mosquée demeure un phare de la science et de l'islam et un centre culturel distingué dans le monde arabe avec une architecture spécifique et unique. Voilà, ça sera tout pour notre rendez-vous du jour. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie de la météo et vous dis à demain.